Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un top 10. Mais pas n'importe quel top 10, le top 10, le top 10 que tout le monde fait, le top 10 qui est super intéressant, le top 10 de l'année. Attention, c'est suspense de merde parce que c'est marqué dans le titre. Il s'agit du top 10 de 2017. En effet, je suis là pour vous présenter les 10 livres que j'ai préféré lire en 2017. Mais avant de commencer par ce top 10, on va parler un petit peu chiffres puisque j'ai tout noté dans mon petit carnet. Et je peux vous dire qu'en 2017, j'ai lu 111 livres, j'ai lu 11 BD et 5 comics. Alors les BD, les comics, je n'en parle pas ici, c'est pas le sujet de la vidéo, on va se concentrer sur les romans. J'en ai lu 111, donc sur ces 111, j'ai eu 20 coups de cœur et sur les 20 coups de cœur, j'en ai choisi 10. Si vous voulez avoir le détail, j'ai lu 8 genres différents, les premiers duquel les romances, j'en ai lu 41, 33 thrillers et 11 young adultes. Et j'ai lu 32 maisons d'édition différentes aussi. Les premières maisons d'édition les plus représentées, c'est Hugo avec 26, puis Harlequin avec 17, et puis Albin Michel avec 9. Voilà. Ça, c'est pour les chiffres. Je vous propose maintenant de passer au top 10, puisqu'après tout, c'est pour ça qu'on est là, n'est-ce pas? Je vous propose d'y aller tranquille et détendu. Je vous présente le livre, je vous dis l'histoire en 2 mots, et comme ça, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? En 10e position, j'ai décidé de mettre Room 8 de Penelope Ward aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Oui, on commence avec une romance, vous savez, j'aime beaucoup ça. Ici, c'est l'histoire de Justin et d'Amélia qui se connaissent depuis qu'ils sont gamins. Ils ont été meilleurs amis, et même un petit peu plus que ça. Et ils se retrouvaient quand ils étaient gosses chez chez la grand-mère d'Amélia. Je vais vérifier les prénoms, vous savez, moi et les prénoms. Chez la grand-mère d'Amélia, c'est là qu'ils ont vécu toute leur enfance quand leurs parents étaient absents. Et puis un beau jour, enfin un beau jour, un mauvais jour plutôt, la grand-mère d'Amélia décède et dans son testament, elle, elle donne sa maison à Amélia et à Justin. Et ils vont devoir la partager. Amélia est en vacances, elle est institutrice, elle est en vacances et elle se dit je vais aller passer mes vacances dans cette maison, sauf qu'elle était loin d'imaginer que Justin aurait, comme par hasard, la même idée. Donc Justin débarque un beau matin avec sa guitare. Et là, il a une petite amie, Jade. Ils vont se détester. Ils se détestent à cause de quelque chose que je vous laisse découvrir. Et ça commence comme ça. Voilà, ils se détestent, ils ne savent plus se piffer et ils se parlent à peine. Évidemment, ça va évoluer petit à petit. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est tout ce que j'aime dans la romance. C'est-à-dire que vous le savez, moi, les scènes de sexe ne me dérangent pas. Dans celle-ci, il y en a, mais franchement, pas grand-chose. Et c'est une romance toute douce, toute sympa. Pas si douce que ça, parce qu'il y a des disputes, puisqu'ils se détestent et qu'ils s'envoient pas mal de pics dans la tronche quand même. Mais, euh, mais c'est vraiment assez cool. Et puis, au plein milieu, il y a un gros twist qu'on ne voit pas venir. Et franchement, on est là. Waouh, parce que c'est juste au moment où l'histoire commence à s'installer, où l'histoire commence à trouver son rythme de croisière, et juste à ce moment-là, paf, le gros twist, et ça redistribue toutes les cartes. Et puis quand on referme le livre, on a un petit sourire niais sur les lèvres, et franchement, je ne sais pas vous, mais moi, c'est tout ce que je recherche dans la romance. Ensuite, en numéro 9, j'ai mis Fin de ronde de Stephen King aux éditions Albin Michel. Je ne me rappelais plus du tout que j'avais lu ce livre cette année. Pour moi, c'était beaucoup plus ancien, mais non, en fait, c'était en 2017, au mois de mars. Et ça avait été un gros coup de cœur. J'avais déjà beaucoup aimé les 2 premiers tomes, Monsieur Mercedes et Carnet Noir. Un peu moins Carnet Noir, qui, selon moi, est le moins bon tome de la saga. Mais alors, Fin de ronde, là, c'était
du grand Stephen King avec des passages certes longs, mais c'est la patte de Stephen King, mais des longs passages qui servaient beaucoup. Le récit, Bill Hodges, le personnage principal, est d'un attachant, mais il est trop attachant et on ne peut qu'aimer cet ancien flic qui est à la retraite. Pour ceux qui ont lu les premiers tomes, j'en dis pas beaucoup sur l'histoire hein, parce que je veux être sûr de ne rien spoiler sur les deux premiers. Tout ce que je peux dire, c'est que le machiavélisme du méchant, machiavélisme, ça se dit, du méchant est très poussé puisque le salopard profite d'un jeu vidéo pour s'en prendre à ses victimes, victimes qui meurent parce qu'ils se suicident. Donc il y a tout le questionnement autour du suicide, pourquoi les jeunes se suicident et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça. Et puis à la fin, les derniers chapitres sont... Je m'en rappelle encore. Pourtant, vous le savez, moi j'ai une mémoire de poisson et en général, les fins, je m'en souviens pas plus que ça. C'est pour ça que je peux relire un roman 10 fois, ça me dérange pas. Mais alors celle-ci, voilà. Déjà, c'est très prenant parce qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer, parce que c'est dans un coin reculé, au milieu de nulle part, et donc on est vraiment pris dans l'ambiance en train de se dire, mon Dieu, mais faites que ça se passe bien, faites que ça se passe bien. Mais en plus, il y a ce psychopathe qui est là, hein, donc quand il y a un psychopathe dans les alentours, on ne sait jamais trop ce qui va se passer. Et puis il y a un dernier point que je ne dirai rien, mais qui m'a juste déprimé presque, franchement. Donc, si vous ne connaissez pas encore cette saga de Stephen King, je vous la conseille, mais alors, fois 1000, c'est juste génialissime. Et moi, j'ai passé un excellent moment avec ce tome-ci et avec toute la saga. Ensuite, en 8e position, c'est une saga que je vous propose. C'est un peu de la triche, mais franchement, bon, bah, je devrais peut-être choisir un tome. Je vous propose la saga Off Campus de L. Kennedy. Ici, je l'ai chez Hugo en format poche dans la collection New Romance. Donc, il y a The Deal, The Mystique et The Score. J'ai pas encore lu le 4e tome qui vient de sortir seulement, donc il n'est pas sorti en 2017. Honnêtement, quand j'ai fait ce tome, j'ai essayé de choisir. Mais j'ai pas pu. Voilà, je les aime tous. Dans chaque truc, à chaque fois, je me disais c'était celui-là le meilleur. Oui, mais dans celui-là, il y a ça qui se passe, donc c'est celui-là le meilleur. Non, mais finalement, dans celui-là. Donc, finalement, ben, au bout du compte, j'ai pas su choisir. Enfin, voilà, j'aime beaucoup toutes les scènes. Ici, si vous ne connaissez pas, on est à l'université avec des beaux mecs. Euh, des beaux mecs. Oui, ça va. Je suis beau, je suis beau, je suis beau. Des beaux mecs qui sont hockeyeurs et on va suivre un des mecs dans chaque tome. Euh, Chacun de ces garçons sont assez coureurs de jupons. Chacun ne cherche pas forcément l'amour, mais chacun va le trouver. Ils vont devenir sérieux, ils vont tomber amoureux et c'est tout. C'est tous à chaque fois très choupi, très mignon et on est là. Bah, ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. C'est trop mignon, c'est trop beau. Ça donne trop envie de tomber amoureux. Je veux tomber amoureux, s'il vous plaît, les gens. Aimez-moi. Ensuite, on reste dans la romance avec une autre romance. Voilà. Et on reste toujours chez Hugo puisque j'ai décidé de mettre en 7e position. 6, 5, 4, 3, 2, 1, oui 6. 6e position, Bossman de Vic Elend. Voilà. C'est le genre de romance comme avec Room 8 qui est assez tranquille, où il se passe pas des trucs de ouf. Mais en plus, Vic Elend et Penelope Ward sont deux auteurs qui arrivent toujours à vous transporter, mais d'une facilité. Vous lisez les 2 premières pages, vous êtes dedans à fond. Ici, donc, c'est l'histoire de Chase, qui est patron, et de Reese, qui n'a pas de travail, et qui est un petit peu... elle n'est pas pauvre de chez pauvre, mais elle cherche un travail.
Et évidemment, ben, Chase va lui proposer un travail. Voilà. Ils vont s'attirer, sauf que tout le monde sait qu'il ne faut pas coucher avec le patron. C'est pas une bonne idée. Voilà. Évidemment, vous vous doutez bien que dans ce roman, ils vont coucher ensemble. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. C'est tout doux, c'est tout fin, c'est tout ce qu'il faut. Et il y a beaucoup d'humour. Et j'aime beaucoup le personnage de Chase. Euh, et j'ai beaucoup aimé leur rencontre, surtout, qui est pleine d'humour et qui est... Moi, j'adorerais vivre ça, ou en tout cas être témoin de ça dans la réalité. Et puis la fin, avec cette scène où Chase euh, fait ce qu'il fait. Il faut toujours vous parler des livres sans en dire trop, c'est compliqué. À la fin, il y a une scène avec Chase qui fait ce qu'il faut et qui est tellement, mais tellement belle et tellement mignon et tellement... Oh, et qui en même temps est à mourir de rire parce que c'est un petit peu, c'est un petit peu complètement décalé avec de l'humour et ça ressemble tellement à Chase et ça ressemble tellement à tout le reste du bouquin que c'est une conclusion juste parfaite. Moi j'ai adoré ce roman et quand j'ai préparé ce top, que je l'ai eu en main, je me suis dit mais je l'ai lu il n'y a pas longtemps, au mois de novembre, et je me suis dit, ben, je le relirai bien, parce que parce que c'est un de mes plus bons moments de l'année 2017. Donc franchement, je ne peux que vous le conseiller vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, on repasse dans le thriller. En sixième position, j'ai mis Charcot de Franck Tillier aux éditions Fleuve Noir. Alors là, c'est du boum, 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 hein. Donc, dans ce tome, si vous ne connaissez pas encore, ce tome fait partie d'une saga euh, où on suit toujours les mêmes personnages, Annabelle plutôt, Annabelle et Charcot, qui sont en fait un couple de flics. Non seulement ils sont coéquipiers, mais en plus ils sortent ensemble dans la réalité, et c'est un couple de flics euh, dans la police française. Donc voilà, ils mènent des enquêtes à chaque tome, et il y a un fil rouge, le fil rouge étant leur vie ensemble, personnelle et compagnie. Et dans ce tome-ci, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, c'est que Lucie va tuer quelqu'un. Lucie Innebelle va tuer quelqu'un, mais en dehors de sa fonction. Donc, pas par légitime défense, pas pour arrêter quelqu'un de méchant, pas. Non. Elle le tue par accident, dans un lieu où elle n'avait rien à faire, où elle n'était pas en service, enfin bref, c'est un meurtre. Et bah là, bah, c'est là le début des emmerdes, comme dirait l'autre. Euh, j'ai adoré, mais forcément tous les livres qui sont dans ce top je les ai adorés, mais franchement c'était le premier, non c'était le deuxième, non c'était le premier. C'était le premier Annabelle et Charcot que j'ai lu, et c'était d'une telle efficacité, c'est fluide, le truc il est immense, mais vous tournez les pages à une vitesse hallucinante, vous voyez pas le temps passer, euh, et c'est juste mais merveilleux quoi. Le couple est génial, j'aime beaucoup la dynamique entre les deux couples, même si dans celui-ci ils se chamaillent quand même beaucoup, forcément la situation n'est pas très agréable. J'ai aimé la plume de l'auteur, et ce qui est formidable en plus, c'est que j'en avais lu aucun avant, et j'ai réussi à rentrer dans le livre et à rentrer dans les personnages sans aucun souci. Et puis le livre pose une question euh, de, assez importante, qui est la morale dans la vie. C'est-à-dire qu'elle le tue, euh, elle le tue au nom de la loi, et aux yeux de la loi, elle est coupable, mais est-ce que les circonstances font que quand t'es coupable, t'es coupable? Est-ce qu'il n'y a pas des circonstances qui fait que, ben, parfois on fait des choses mal qui ne sont pas si mal que ça, et est-ce que... j'espère que ça vous donne envie de le lire, parce que j'en dirai pas plus. Ensuite, on retourne à la romance avec mon numéro 5 qui est Furious Rush
de S.C. Stephens aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. C'est le tome 1 et je désespère les amis parce que c'était un gros coup de cœur. J'ai demandé à Miss New Romance sur Twitter quand sortait la suite et elle m'a dit c'est pas au programme de 2018. Voilà. Donc il va falloir au moins attendre 2019 pour avoir la suite. Et je suis très triste. Parce que franchement, moi, cet univers de moto, j'ai adoré. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. Mais j'ai été élevé avec mon père, qui m'a élevé tout seul. Papa, si tu passes par là, je t'aime très fort. Et mon papa regarde la moto tous les dimanches. Il est fan de MotoGP. Et donc, moi, j'ai été élevé et biberonné parce que la moto, le MotoGP à la télévision a un bruit très caractéristique. Et moi, j'ai été biberonné à ce bruit. Et donc, pendant que je lisais ce roman, j'avais sans cesse le bruit de cette moto à la télévision comme je l'ai entendu depuis que je suis gamin. Et j'ai adoré ça. En plus, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré comment ils se rencontrent. J'ai adoré, évidemment, ils se détestent, mais franchement, il y a de l'humour, ils se lancent des pics et c'est juste jouissif de les voir se piquer l'un l'autre comme ça et se chamailler. J'ai aimé, j'ai tout aimé, franchement. Et alors la fin, mais la fin, juste au moment où on croit que tout est plus ou moins terminé, bon, il y a encore des questions ouvertes, forcément, c'est un premier tome, mais les choses commencent à s'aplanir. Et puis, il y a ce cliffhanger de malade et on est là. Oh! Et c'est quand la suite? Et chez Hugo, ils sortent souvent un tome chaque mois. Et là, je vais voir, je dis, cool, combien de temps il va falloir attendre? Mais non, la suite ne sortira pas le mois prochain. Et non, la suite ne sortira pas cette année. Et je n'en peux plus, je veux la suite de Furious Rush. Et pourquoi, je ne sais pas. Et lire en anglais, ça m'énerve. Donc voilà, vraiment, pour le coup, très hâte que le tome 2 sorte parce que je n'en peux plus. Pour le numéro 4, on change complètement de registre puisqu'on va aller dans l'autobiographie, puisque ça s'est passé comme ça d'Hillary Rodham Clinton que j'ai mis à cette place. Vous le savez sûrement, je vous en ai parlé plus d'une fois aussi, j'en ai même fait une vidéo dédiée. En même temps, il n'y a pas de grand mystère, hein. J'aime la politique américaine, j'aime Clinton, j'admire Clinton. Et donc voilà, je le savais d'avance que j'allais aimer plus qu'aimer cette autobiographie qui fait quand même son petit pesant de cacahuètes, hein, parce qu'il fait 470 pages. J'ai adoré déjà parce que alors j'ai beau admirer Hillary Clinton, je suis assez conscient pour savoir qu'elle se méfie des médias et qu'elle n'est pas toujours des plus ouvertes et des plus honnêtes quand elle doit se confier personnellement. J'ai lu toutes ses autobiographies et dans les autres on sentait qu'elle se lâchait pas vraiment, qu'elle disait pas toujours tout ce qu'elle pensait. Là on sent qu'elle a fini sa carrière, elle le sait, et elle sent que c'est le moment de se lâcher et de dire vraiment ce qu'elle pense. Et je l'ai trouvée tantôt courageuse, tantôt touchante, tantôt énervée, tantôt... Enfin, franchement, je trouve que pour une fois, elle se confie vraiment, sans langue de bois. Et puis, j'ai beaucoup aimé revivre tout ce que j'ai vécu parce que, forcément, je me suis intéressée à l'élection présidentielle de 2016. Et elle revient sur tous les grands moments de cette élection. Et ben, j'ai beaucoup aimé non seulement revivre cette campagne que j'avais suivie, mais en plus avoir son avis sur chacune de ces étapes. Donc voilà, je sais que ça n'intéresse pas grand monde, mais moi ça m'intéresse. Et je ne peux que vous le conseiller si vous voulez en savoir plus sur la personne, si vous voulez en savoir plus sur l'élection présidentielle de 2016. Franchement, et même si ça vous passionne pas, franchement, on apprend des choses, on apprend à comment se passe l'élection et compagnie. Je pense que ça peut être intéressant, même pour celui que ça n'intéresse pas de prime abord. Ensuite, en numéro 3, j'ai mis un thriller. Il s'agit de Tue-moi si tu peux de James Patterson et Marshall Karp aux éditions L'Archipel. Alors, ce thriller, il faut être honnête, c'est pas la grande littérature. C'est moins bien écrit, par exemple, que Charcot de Franck Tillier. C'est pas. Mais
Personnellement, c'est tout ce que j'aime. C'est du thriller simple, efficace, qui ne traîne pas, qui va droit dans les choses, avec des chapitres très courts, qui se passent à différents endroits où on revient et puis on repart et compagnie, avec beaucoup de scènes d'action, avec des personnages auxquels on s'attache. Moi, j'ai beaucoup aimé Matthew Bannon. Euh, Il y a des tueurs à gages, on voyage dans différents pays. C'est très bien écrit, c'est très addictif. Il y a quelques cliffhangers plus ou moins réussis, le plus gros n'étant pas vraiment réussi, mais c'est pas grave, ça n'a pas douché mon enthousiasme. Euh, et voilà quoi, c'est le genre de roman, en plus c'est écrit très gros, hein. Voilà. C'est le genre de roman, vous commencez au matin, milieu d'après-midi, vous avez fini. Euh, oui, parce que c'est écrit gros, oui, parce que c'est pas très long, mais surtout parce que c'est très addictif et très efficace. Et donc, ben, on peut pas résister à ce genre de truc. Et c'était mon premier James Patterson, et je peux vous dire que ça sera pas mon dernier, parce que j'en ai pris plein les mirettes avec ce roman. Alors je sais, ceux qui ont l'habitude du thriller vont me répondre, oui, mais c'est du thriller, du simple thriller à suspense, nanana. Oui, je sais. Il y a différentes sortes de fans de thriller. Moi, j'aime beaucoup le thriller plutôt simple et efficace. Voilà. Mais je peux que vous le conseiller. Ensuite, on va passer à un auteur qui est d'office dans le top 10. C'est pas une surprise du tout pour vous. Et pourtant, il a failli ne pas y être parce que j'ai pas du tout aimé son dernier. Mais heureusement, il y est quand même. Il s'agit d'Arlan Coben avec Juste un regard, édité chez Belfond dans la collection noire. Alors pourquoi je dis qu'il a failli ne pas y être? Tout simplement parce que j'ai pas du tout aimé son dernier qui s'appelle Double Piège, dont je ne vous ai pas encore parlé en update. Et donc voilà, quand j'ai commencé à faire mon top 10, je me suis dit, bon, ben, il n'y aura pas Arlan Coben cette année. Et finalement, j'avais oublié que j'avais lu celui-là. Alors vous allez me dire, oui, mais ça compte pas, c'est une relecture, parce que c'est une réédition qui est sortie à cause de la série et compagnie. Mais pas du tout, parce que moi, je l'avais pas encore lu, donc c'est vrai. C'est une première lecture, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est du grand Harlan Coben. C'est tout ce que j'aime. C'est une écriture. C'est la patte Coben. Son écriture, je pense que je pourrais la reconnaître. Les chapitres sont courts, c'est bourré d'action. Et puis surtout, ce que j'aime chez Harlan Coben, c'est qu'il y a des ramifications. Mais des ramifications. Mais c'est pire qu'une vigne. Ça part dans tous les sens. Et quand vous vous dites, bah ça y est, c'est tout, on sait tout, il y a autre chose qui sort, et quand vous dites, bah ça y est, cette fois-ci c'est la fin, il y a encore un autre truc qui sort, et on est sans cesse étonné toutes les 2 pages, et moi c'est juste merveilleux. C'est le genre de roman que Carlan fait et que j'aime, et comparé à son dernier, franchement, celui-là est 2 fois meilleur. J'ai pris un pied pas possible à lire ce roman qui fait quand même, qui fait combien? 411 pages et je l'ai bouffé, mais à une vitesse. Et en plus, petit truc comme ça, il y a une interview d'Arlan Coben. Alors si ça complète pas le souper, si ça ne complète pas le tableau, que demande le peuple, franchement. Et enfin, on arrive au numéro 1, the number one de l'année, of the year. The Oscar goes to Entre deux mondes d'Olivier Norek aux éditions Michel Lafon. Alors ce livre, vous ne pouvez pas le lire et en ressortir comme avant. Ce livre, il est tellement tout que je ne sais pas comment vous en parler. Il est tour à tour révoltant, touchant, énervant, émouvant. Tantôt vous souriez, tantôt vous pleurez, tantôt vous révoltez. Dans cette histoire, on va suivre 2 gars, euh, plus ou moins en parallèle. On va suivre Adam, euh, qui, qui fait tout ce qu'il peut pour contrer les salopards, pour contrer le système en place. Et donc, il prend des risques. Et en Libye, il est avec sa famille, avec sa femme et sa fille. Et forcément, comme Adam ne suit pas les règles, il prend des gros risques, non seulement pour lui, mais aussi pour sa femme et sa fille.
Et à un moment, ben, ce qui devait arriver arriva et Adam est obligé de quitter le pays avec sa famille. Sauf qu'ils partent séparément puisque sa famille doit partir avant lui. Et donc, ils se donnent rendez-vous en France. Et Adam arrive en France. Et Adam arrive en France dans ce camp de réfugiés que tout le monde connaît, qu'on a appelé la jungle de Calais. Et quand il arrive, ben, sa femme et sa fille ne sont pas là. Euh, on apprend très vite, nous, lecteurs, ce qui s'est passé, mais Adam ne le sait pas forcément. Et puis de l'autre côté, on suit Bastien, qui est un jeune flic et qui est muté à Calais. Ce qui est assez exceptionnel parce que personne ne veut être à Calais justement à cause de cette jungle, à cause de cette jungle. Et Bastien va devoir apprendre comment la police, comment les services de police gèrent cette jungle. Et c'est complètement monstrueux. Voilà, c'est comment l'humanité est possible de faire ça. Alors, c'est pas du tout, évidemment, de la faute des flics, que ce soit Bastien ou les autres, que ce soit dans le livre ou dans la réalité. C'est juste que on ne sait pas gérer ça parce que ces migrants sont des humains comme les autres, mais ils n'ont pas de statut, ils sont pas français, ils, ils ne vivent pas dans le pays, ils ne doivent pas repartir du pays, ils sont entre deux mondes. Et et on ne sait pas quoi faire d'eux, il n'y a pas de solution. Et c'est horrible parce que pendant qu'on n'a pas de solution, quoi qu'il y en a une, mais le gouvernement ne le fait pas, forcément, hein, parce que accueillir des migrants, ça ne va pas. En entendant dans les années 60, par exemple en Belgique, quand on a accueilli tous les Italiens pour aller dans les mines à notre place, ça posait pas de problème. Mais maintenant, accueillir des migrants, ça pose problème. Enfin bref, on va pas donner son avis personnel. Donc il n'y a pas de solution parce que le gouvernement ne veut pas accueillir ces migrants. Et donc ces migrants sont là, mais qu'est-ce qu'on fait d'eux? Et ils n'ont pas de droits, mais ils n'ont pas de devoirs. Et donc quand on les arrête, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Et quand est-ce qu'on les arrête? Enfin bref, voilà, c'est très, très révoltant et c'est symptomatique du monde dans lequel on vit. Euh, voilà, l'humanité n'a jamais été aussi fracturée. D'un côté, il y a les riches, d'un côté, il y a les pauvres, et d'un côté, il y a les migrants qui vivent dans l'horreur et dans la saleté et dans cette espèce de zone de non-droit, et puis il y a nous qui vivons bien au chaud dans notre maison, qui sont entourés de livres. Et quand on voit ces pauvres migrants à la TV, on se dit, oh, on n'a pas de place pour eux. Et ce livre, j'y penserai pendant des années parce qu'il est il est juste fabuleux. Bravo à Olivier Norek et que dire, lisez-le, franchement, c'est du très très grand Norek et c'est du très très bon livre et c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lu. Voilà, depuis toujours. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo, c'est comme ça que se termine ce top 10. J'ai mis l'ambiance, n'est-ce pas? J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout, j'espère que je vous ai donné envie de lire l'un de ces romans. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire non plus. Vous le savez, j'adore vous lire, j'adore répondre à vos commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.